Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro d'Écouter l'Histoire. Le premier cycle que je vais vous raconter est consacré à l'ouverture au commerce international du monde pacifique au début du 19e siècle. Une petite histoire vraie pour commencer, une histoire vraie et tragique, à travers l'histoire d'un navire de pêche américain, un baleinier. Ici vous voyez un marin qui repère le souffle du cachalot. Sur cette deuxième image, vous voyez la baleinière mise à l'eau et 6 marins qui se préparent à aller chasser l'animal. Le harponneur s'apprête à lancer le coup fatal, mais le cachalot se rebiffe et d'un coup de queue énorme envoie valser la baleinière et ses marins. Ceux-ci tentent de regagner le navire, mais tel un taureau, le cachalot se retourne contre le navire et à coup de boutoir le fait sombrer. Peu de marins, 17 exactement, se retrouvent dans les baleinières. Et ces marins-là refusent d'aller sur l'archipel des Marquises qui est proche, alors qu'ils pourraient y sauver leur vie. Ils refusent d'y aller car cet archipel comprend des populations cannibales et ils ont peur de finir dévorés. En conséquence, ils vont rester errer en mer pendant longtemps et finir par s'entre-dévorer entre eux. Pour l'anecdote, ça se finit à la courte paille et le marin qui a perdu a le crâne explosé par un coup de revolver et les autres vont le manger pour pouvoir survivre. Cette histoire tragique, c'est l'histoire de l'Essex, on est en 1820 et c'est une histoire typique de la grande chasse, la période de chasse à la baleine qui s'ouvre au 19e siècle. C'est une des histoires que je vais vous raconter dans ce premier épisode au temps des baleiniers et des santaliers dans le Pacifique. Alors, pour commencer, quelques repères assez rapidement. Cette histoire, elle commence donc à la fin du XVIIIe siècle, quand les premières zones de pêche de la baleine sont repérées dans le Pacifique. Il faut savoir que plusieurs circuits de traite se mettent en place à cette époque-là, entre les différents archipels océaniens et puis les continents, tout simplement. Donc l'archipel de la Société, les îles Marquises, Hawaï, la Nouvelle-Zélande se retrouvent dans des circuits commerciaux nouveaux pour cette époque-là. Ce commerce est basé beaucoup sur la prédation. Il s'agit de s'emparer très rapidement pour les navires européens et américains de tout ce qui fait la richesse de ces nouveaux espaces. On a aussi vers la fin de la période, c'est-à-dire au mi-temps du XVIIIe siècle, le développement beaucoup plus important de cultures spéculatives qui vont remplacer le commerce de prédation. Je vais vous montrer tout ça à travers une carte qui résume un petit peu cette première ouverture au commerce international. Donc on a un commerce triangulaire qui se met en place dans les années 1810-1820 entre l'Australie d'une part, la Polynésie, et puis la Chine. Les navires australiens apportent alcool, armes, des produits métallurgiques aux archipels polynésiens. Ils y récupèrent essentiellement le bois de santal, le bois de santal qui est très prisé en Chine parce qu'il va servir à faire de l'encens. Donc les navires ici récupèrent les arbres sur pied complètement, les mettent dans les navires et les envoient en Chine. Et de Chine, tout simplement, c'est le thé qui va venir alimenter les nouvelles colonies, les colonies pénitentiaires de Sydney, appelées à l'époque Port Jackson, parce que bien sûr pour les Anglais, la consommation du thé est essentielle et il est inenvisageable, même pour les prisonniers, les convicts, de ne pas boire de thé à l'autre bout de la planète. Donc on a un premier commerce triangulaire qui se met en place. D'autres circuits commerciaux s'établissent aussi à cette époque-là, notamment le commerce de fourrure qui vient d'Alaska ou d'Amérique du Nord, qui se dirige aussi vers l'Asie. Hawaï devient un centre très important de ce commerce-là, du trafic au XIXe siècle pour le Pacifique Nord. Dans le Pacifique Sud, c'est plutôt l'archipel de la Société et celui des Marquises qui rentrent d'abord dans cette première phase de la mondialisation pour le Pacifique, avant de gagner la partie mélanésienne, ici plus à l'ouest. Alors, sur cette carte-ci, maintenant on va commencer à voir les commerces un petit peu plus en détail. Vous avez une carte extraordinaire d'un navire qui s'appelle le Toscan, un navire anglais qui a fait le tour du monde à cette époque-là pour la chasse à la baleine. Alors, les navires partaient pour des campagnes de 3 à 4 ans et ils ne revenaient qu'une fois que les cales étaient pleines, que les barils étaient pleins de l'huile de baleine. Et ici, on voit tout le circuit du navire à travers d'abord l'Atlantique. Il descend, il franchit le Cap Horn, avant de venir faire relâche
à Tahiti et puis de pêcher dans le Pacifique. Et si on fait un petit zoom sur la carte, ce qui est vraiment intéressant, c'est de remarquer que voilà, l'archipel de la Société, l'archipel des Marquises et l'archipel des îles Sandwich, c'est-à-dire les îles Hawaï, ce sont des lieux de relâche à l'époque pour ces navires. Ils vont venir faire du ravitaillement, les marins vont aussi s'y reposer, on va réparer le navire qui fait de longues campagnes avant qu'ils repartent dans les différents champs de cachalot. Alors il fallait repérer les champs notamment de cachalot. Les Américains appellent le cachalot le sperm whales ici, parce qu'ils étaient persuadés que au début, l'huile qui était dans la tête du cachalot, un tiers de l'huile est située dans la tête du cachalot, c'était du liquide séminal, ce qui est bien sûr complètement faux, mais le nom est resté. Les Français l'appellent le cachalot. Alors ces bancs-là, un banc de cachalot, ça peut faire 20 km de long, ils naviguent en troupe, ça impressionnait beaucoup les marins, bien sûr, à l'époque, et c'est un animal qui est très dangereux, parce que le cachalot, contrairement à d'autres baleines, c'est un animal qui chasse, qui mange des poulpes, qui a des rangées de dents qui peuvent acérer. D'ailleurs, les dents de cachalot sont très recherchées à cette époque-là aussi. Et donc, c'est un animal qui peut être très dangereux, qui peut au maximum atteindre 25 mètres pour les adultes. Les femelles sont beaucoup plus petites, mais vous avez donc des champs, des grounds, comme disent qui sont repérés par notamment les Américains, parce que ce sont les Américains qui dominent ce commerce. Quels Américains? Les Américains de la Nouvelle-Angleterre, c'est en 1850. Il faut savoir que les navires venant de Nantucket ou New Bedford, surtout New Bedford, ils représentent plus de 700 navires qui écument constamment les eaux du Pacifique. Donc voilà, tous ces navires circulent ici notamment dans cet espace, mais aussi un peu plus à l'ouest dans le Pacifique autour de la Nouvelle-Zélande ou de la Nouvelle-Calédonie. Alors, ce commerce ici, on peut l'illustrer à travers cette pêche, à travers deux images d'époque. Et cette première, elle est très intéressante parce qu'elle donne un beau résumé de ce que peut être la pêche à la baleine. Au premier plan, vous avez une baleinière, 6 marins à l'intérieur. Une baleinière, ça fait à peu près 9 mètres de long. C'est très maniable, c'est très rapide. Ça ne va pas aussi vite qu'une baleine, qu'un cachalot qui s'enfuit. Mais ici, vous avez le harponneur qui est prêt à donner le coup fatal dans la zone du cœur et du poumon de la baleine. Alors si le cachalot est bien touché, il va se mettre à cracher du sang avec son eau ici, et donc ça va devenir rouge de sang ici sur son dos. Et au bout de 5 minutes, il meurt, il va se retourner. À ce moment-là, on plante un fanion sur le cachalot qui est mort, et puis plus tard, il sera ramené sur les flancs du navire, ici sur le baleinier, où ici vous voyez un cachalot qui commence à être dépecé. Alors on dépece de grandes lanières de peau avec la graisse. Ensuite on va découper la baleine en tranches, on la monte sur le pont. On découpe encore la baleine en tranches plus fines, de la taille d'une feuille, qu'on va faire bouillir. Vous voyez ici sur le pont un grand four qui est mis en place directement pour faire bouillir la graisse de cachalot, pour la transformer en huile. Ensuite c'est mis en baril et c'est stocké dans ces navires qui sont lourds, mais assez costauds, résistants, qui ont beaucoup d'espace pour le stockage dans les cales. On va stocker les barils d'huile ici. Un cachalot, c'est à peu près 10 000 litres à peu près d'huile qu'on peut faire rien qu'avec un seul cachalot. Donc vous voyez qu'il en contient énormément. La partie la plus recherchée, c'est la tête. Donc ici, la tête qui est découpée à part, vous avez le spermati qui est dans la tête, qui donne une huile de meilleure qualité. Donc là, on la garde à la fin, on le fait monter dans le bateau, on la perce avec un seau, on récupère l'huile, on la fait bouillir. De la même façon, ça finit dans les barils et stocké au fond dans les cales. Vous avez ici un premier archétype des navires usines, tout simplement, puisqu'ils pêchent et ils transforment directement le produit sur place, sur le pont du bateau. Un bateau qui est camouflé également. On a l'impression que c'est un navire de guerre avec ses sabords et ses rangées de batteries qui pourraient canonner. Il n'y a pas de canon à bord des baleinières. C'est un leurre pour éloigner tout simplement les pirates. Cette pêche est extrêmement dangereuse, comme le montre la deuxième image. De nombreux marins vont y mourir. Ici, vous avez au centre des baleinières qui volent, tout simplement à cause des coups de queue des baleines et des cachalots. Pourquoi ce commerce de la baleine au XIXe siècle? Il faut savoir que l'huile de baleine, elle sert à peu près à tout. Tout est bon dans la baleine, comme tout est bon dans le cochon. Rien ne se perd et tout se transforme. Ici, ça va servir notamment à l'éclairage. On en fait des bougies, mais on en fait aussi de l'huile d'éclairage
pour les chandeliers. Dans les villes comme Londres, Paris, New York, vous avez des réverbères qui recommencent à recouvrir les rues pour avoir de la lumière la nuit. Avant que ça soit au gaz, c'était l'huile de baleine qui servait de combustible. Ça sert également bien sûr à éclairer les phares qui commencent à longer les côtes de façon à signaler aux marins les dangers et à signaler aussi tout simplement à servir de repère, de point de repère durant la nuit. Ça sert également d'engrais, ça sert à créer ce qu'on appelle les baleines des parapluies, grâce au fanon, tout simplement. Ça va servir dans l'industrie et pour la révolution industrielle. Ça va servir de l'huile qui va servir pour les machines-outils. Et ça sert même de cosmétique. Vous avez une dame ici qui vient acheter du spermatique, du blanc de baleine, tout simplement pour se rendre plus belle. Donc, ce commerce est extrêmement important. Il va néanmoins péricliter vers la fin du siècle, 19e siècle. Pourquoi ? Les produits pétroliers, la découverte des gisements de pétrole va progressivement remplacer l'huile de baleine. Et les marins également, dès qu'ils peuvent fuir ce commerce trop dangereux, mal rémunéré, avec beaucoup de capitaines autoritaires, ils partent. Beaucoup vont partir lors de la ruée vers l'or en 1852 en Californie, où d'autres vont après travailler dans les champs pétroliers. Bref, ce commerce périclite progressivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les baleiniers dans le Pacifique, et même les santaliers, ont contribué à la rencontre de deux civilisations, à une prise de contact importante entre les mondes océaniens et puis les mondes européens et américains. Ici, vous avez un habitant de Nuku-Hiva qui a été croqué lors de l'expédition de Krusenstern, un russe qui fait le tour du monde, un peu comme le faisaient Bougainville et Cook, un tour du monde un peu ethnographique, scientifique. On est en 1804, il est à Nuku-Hiva, et on remarque les tatouages qui vont largement inspirer les marins. Il y a donc des échanges de savoir et de pratiques entre les deux populations. Et venant des Océaniens, cette pratique du tatouage notamment, vous voyez l'homme ici parfaitement tatoué de la tête aux pieds, il tient une lance et un morceau de métal également, ici dans la main, et forcément le métal vient ici des Européens. C'est un signe des premiers échanges qui avaient lieu à cette époque-là. Et la culture s'hybride également. On a une figure qui apparaît à cette époque-là, au XIXe siècle, dans le monde Pacifique, c'est celle du beachcomber, l'écumeur de plage. Et cette personne-là, elle est très étonnante, son destin est très étonnant, il s'appelle Joseph Cabris. Et vous avez ici un Français qui a chassé à bord d'un baleinier, qui va s'échapper, comme de nombreux marins à cette époque-là, dès qu'ils peuvent fuir, quand ils sont en relâche, quand ils arrivent dans des îles qu'ils considèrent comme paradisiaques, ils s'enfuient. Mais Joseph Cabris a eu peur à Nuku-Hiva d'être dévoré par les cannibales. Finalement, il survit grâce à l'intervention de la fille du chef. Il va finir d'ailleurs par l'épouser. Il vit avec eux, il s'acclimate complètement, il se tatoue, lui aussi assez largement de la tête aux pieds. Et Joseph Cabris a ici également été croqué par les mêmes personnes par l'expédition russe de Krusenstern en 1804. Malheureusement, son destin va être un petit peu tragique à ce Français natif de Bordeaux, capturé par les Anglais, qui a travaillé sur un baleinier, qui s'échoue aux Marquises, qui va être capturé par les Russes, qui vont l'emmener à Moscou, à Saint-Pétersbourg, pardon, pour être montré au tsar Alexandre Ier. Il va travailler là-bas d'ailleurs pour le tsar comme maître nageur pendant quelque temps pour l'école de marine, mais il va vouloir toujours regagner les marquises, parce qu'il est devenu profondément marquisien, sans être jamais devenu cannibale. Il a plusieurs fois refusé de manger de la chair humaine, dit-il dans son témoignage. Il retourne en France, les guerres napoléoniennes sont finies, c'est Louis XVIII qui est au pouvoir, il rencontre le roi, il essaye de le persuader de le ramener dans son île. Là, les choses ne se déroulent pas ainsi, et en 1822, il meurt de misère dans la ville de Valenciennes, sans jamais avoir pu rejoindre les îles Marquises. Néanmoins, Joseph Cabris est un cas assez étonnant d'un homme qui a fait le tour du monde et qui en est revenu complètement transformé. Alors, un autre beachcomber qui est très célèbre et qui a laissé une trace énorme dans l'histoire littéraire, c'est Herman Melville. Herman Melville, avant d'écrire son œuvre très célèbre, traduite en de nombreux films, notamment en bande dessinée, etc., Moby Dick, Herman Melville, il a été baleinier également. Et lui aussi s'est enfui. Sur l'île de Nuku-Hiva, aux Marquises. Et il raconte cette période-là, l'époque où il a vécu avec les Indiens, pas les Indiens,
Le peuple Taipi, hein, il raconte cette histoire-là dans cet ouvrage qui était à l'époque très célèbre, qui a été un gros succès d'édition. Hein. Il a vécu quelques mois aux Marquises, il reprend après, il s'en échappe et il repart dans un navire baleinier. Il est fait prisonnier à Tahiti, il va s'enfuir et travailler quelques temps à Moorea, avant de rejoindre définitivement les États-Unis d'Amérique, où il va écrire ses 2 œuvres célèbres. Un Taipi qui a été un gros succès d'édition, Moby Dick pas tout de suite, hein, qui aura un succès plutôt, on va dire, posthume par la suite. Et vous avez bien compris que Moby Dick s'inspire directement de l'histoire de l'Essex que je vous racontais au début, avec un mélange aussi sur un cachalot célèbre qui s'appelait Sacha Dick, qui a vraiment existé et qui, à l'époque, dans le Pacifique, au large du Chili, avait tendance à charger les navires tel un taureau, lui aussi. Et bon, il n'en avait pas fait sombrer, mais néanmoins, hein, c'était un animal légendaire et redouté de la part de tous les marins. Voilà. Alors, un petit focus maintenant sur Nuku'iva, hein, et sur comment une île peut être transformée par la rencontre, hein, ici et l'arrivée des Européens. Vous avez, ce qui est très intéressant à l'époque, c'est que ces marins-là, donc là c'est toujours l'expédition de Krusenstern, fait de nombreux croquis de ce qu'ils voient. Hein, donc ça nous permet d'en connaître beaucoup plus sur les sociétés océaniennes. Ce sont aujourd'hui des documents historiques importants. On voit beaucoup ici de Marquisiens dans l'eau, parce que c'était d'excellents nageurs. Ils cherchaient à regagner le navire comme ça et à monter à bord. Hein, on voit la barque ici qui montre plutôt une approche pacifique, hein, de la rencontre, hein, avec un homme qui tient un arbre en signe de paix et d'amitié. On a aussi des croquis sur les premiers villages marquisiens, ce sont aussi des témoignages historiques ici. Vous avez un sanctuaire sur la gauche qui est un morail, hein, avec des tikis géants, hein, qui sont dessus. Vous avez des marins en plein milieu ici qui sont en train d'effectuer un troc, hein, d'échange certainement de métal, hein, avec les Marquisiens, et vous avez l'habitat traditionnel des Marquisiens qui est ici représenté. Ce sont des documents historiques qui sont vraiment intéressants. Mais derrière les soucis ethnographiques, scientifiques, hein, il ne faut pas se leurrer, les Européens et les Américains venaient aussi ici, dans la zone Pacifique, pour des questions de pouvoir. Hein. On voit ici à Nuku'iva le fort Madison qui est créé à cette époque-là par le commandeur Porter. Hein, on est en pleine guerre 1812-1815, on est en pleine guerre entre les États-Unis d'Amérique et puis le Royaume-Uni, et en fait Porter cherche à protéger d'une part le commerce des baleiniers, parce que les Américains sont majoritaires déjà à cette époque-là pour le commerce de baleines dans l'ère Pacifique, et puis à attaquer les navires anglais. Hein. Alors l'expérience va tourner court, hein, même pas 8 mois, pendant lesquels les Américains ont tenté de s'installer ici à Nuku'iva. Alors, pour conclure, quelques mots qui résument un petit peu ce que l'on a vu, hein, des petits mots qu'on va mettre dans notre pasta box ici pour terminer. Prédation tout d'abord, hein, si vous avez bien compris, hein, ce premier commerce qui se met en place, ce sont des traites de prédation. Il s'agit pour les Européens et les Américains de faire feu de tout ce qui est possible. Hein. Donc on va se servir de la baleine, on va se servir des tortues, on va se servir de la nacre, on va se servir du santal. Hein. Tout est bon pour faire un profit rapide et immédiat, absolument pas durable bien entendu, notamment pour les baleines. Il y en avait 1,5 million au début du XIXe siècle, la population va s'effondrer extrêmement rapidement au cours du XIXe siècle. Suite à cela, toujours dans l'idée de se faire le maximum d'argent le plus rapidement possible, on a des cultures de spéculation qui se mettent en place, hein, à partir des années 1820, 1830, mais surtout à partir des années 1850. On en parlera dans un prochain épisode sur Tahiti, hein, notamment. Enfin, vous avez un espace qui très rapidement est connecté au reste du monde, hein, et qui ne peut pas rester à l'écart même des influences du reste du monde. La guerre entre les Anglais et les Américains, elle se joue aussi dans le Pacifique, et notamment pour protéger ce commerce de baleines. Vous avez des consuls qui sont nommés dans les principaux archipels, à Hawaï, à Tahiti, et qui sont aussi chargés de contrôler un petit peu ce commerce et les populations européennes ou américaines qui peuvent y vivre. Ça se fait sur un temps très court et de manière très brutale. Brutal dans le temps et brutal aussi dans les relations qui peuvent s'établir dans les premiers contacts entre les Européens et puis les Océaniens. C'est pas seulement la question du cannibalisme qui est en jeu ici, même si elle va durer tout au long du XIXe siècle, hein, mais c'est aussi
en prenant l'exemple de l'échange colombien, toutes les maladies importées par les Européens qui ont créé des ravages considérables et une forte dépopulation au XIXe siècle, ici. Alors l'échange colombien, ce sont les microbes, mais ce sont aussi des plantes, de nouvelles plantes qui vont être importées, notamment toutes les plantes liées aux cultures spéculatives. Un exemple typique à Tahiti, ce sont les oranges. Aujourd'hui, les oranges de Punoya sont très célèbres, mais les orangers couvraient Tahiti sur de nombreuses plantations à l'époque, et c'était des dizaines de milliers d'oranges qui étaient exportées notamment en Californie au XIXe siècle, à l'époque de la ruée vers l'or. Et enfin, dernier mot important qui peut résumer cette histoire, c'est le terme de domination. Alors, les Océaniens ne sont pas restés du tout étrangers à ce commerce de traite, les chefs s'y sont mis, la dynastie des Pomarés notamment, dans le commerce de porc salé avec l'Australie, il s'agissait de nourrir l'Australie à cette époque-là, ils s'y mettent également. Pareil à Hawaï, on a des chefs qui se mettent à faire du commerce, mais ce commerce est quand même largement contrôlé par les Européens et les Américains, et même si certains États vont commencer à se centraliser, je pense aux Pomarés à Tahiti ou à Hawaï à cette époque-là, on a quand même le début de l'influence considérable des Européens et des Américains sur cette région du monde. On en parlera plus dans un prochain épisode consacré au Pacifique. Alors, dans le prochain numéro, je vous parlerai du guano, comment le guano nourrissait le monde au XIXe siècle. C'était une traite importante également dans le Pacifique. Le guano, c'est quoi? C'est du caca d'oiseau. Et vous allez voir qu'il a été fondamental dans le développement économique et dans la révolution industrielle, et que cette histoire-là, elle s'est déroulée dans le Pacifique. Alors je vous dis rendez-vous au prochain numéro qui paraîtra très bientôt.